Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Arnaud Guillain, professeur à l'université Clermont-Auvergne, professeur de mathématiques au laboratoire Blaise Pascal. On verra ensemble comment les maths peuvent participer à la résolution des grands défis de demain. Notre débat, il porte sur la finance durable, comment donner du sens à son épargne, comment faire le tri dans les offres multiples d'investissements à impact. Réponse tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, on continue de découvrir les lauréats des trophées H-Up, l'association qui accompagne les entrepreneurs en situation de handicap. On sera avec Maël Guéchi, qui est fondateur d'AMC Transport Express. Voilà pour les titres. C'est Smart Impact tout de suite. Bonjour Arnaud Guillain, bienvenue. Vous êtes donc professeur de mathématiques à l'université Clermont-Auvergne, directeur aussi de l'Institut des mathématiques pour la planète Terre. Je vais commencer avec cet institut. C'est quoi? Il a été créé par qui? Pourquoi? Bonjour et merci de l'invitation. Donc, l'Institut des mathématiques pour la planète Terre est un groupement d'intérêt scientifique qui a été lancé en 2021 par le CNRS et plus principalement l'Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions et 5 universités de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui ont participer à cette création afin de promouvoir les interactions pluridisciplinaires des mathématiques pour résoudre les grands problèmes sociétaux que sont le changement climatique, transition énergétique, transition écologique, urbanisation résiliente. Donc le but est de promouvoir des projets, soutenir de la recherche, mais aussi des écoles, et aussi discuter un peu avec les médias pour alimenter ces mathématiques. Vous avez employé le terme pluridisciplinaire. C'est un mot très important. C'est-à-dire que les mathématiques ne feront rien toutes seules, en quelque sorte, si je simplifie. Alors, les mathématiques peuvent apporter des solutions seules, mais généralement, c'est sur des échelles longues. On prend toujours l'exemple de la théorie des nombres et de la cryptographie, et nos cartes bleues qui fonctionnent grâce à ça, ou les ondelettes avec la format JPEG, mais ça prend beaucoup de temps. Alors, effectivement, si on veut avoir un impact peut-être plus court, il faut avoir des recherches pluridisciplinaires, donc par exemple avec la physique, la biologie ou l'économie, afin d'arriver à répondre plus rapidement à des problématiques peut-être parfois plus concrètes. Et vous lancez, ça passe notamment par des appels à projets. Donc il y en a un qui doit être lancé dans quelques semaines, c'est ça? Tout à fait. Janvier 2023, effectivement, un nouvel appel à projet sera lancé autour d'un appel blanc qui permet de poser, de faire revenir des sujets qui reviennent un peu de la base, et puis des sujets autour des interactions mathématiques et sciences humaines et sociales, principalement économie, géographie, histoire de pouvoir développer des mathématiques qui le sont peut-être un petit peu moins à l'heure actuelle. Pour comprendre comment ça marche, si on fait un bilan de l'appel à projet lancé l'an dernier, en début d'année, cette année en début d'année 2022, beaucoup de réponses, combien de projets sélectionnés, comment vous fonctionnez face à ces projets? Effectivement, il y a eu beaucoup de projets qui ont été proposés, 45. On a pu en sélectionner que 10 à cause de notre enveloppe financière sur des sujets aussi divers que la télédétection hyperspectrale pour surveiller la soutenabilité de l'exploitation de forêts, ou bien les statistiques pour surveiller la faune maritime et alimenter les pêcheries, ou des choses beaucoup plus concrètes sur les fluides complexes et par exemple les glissements de terrain. D'accord, donc c'est vraiment des projets. Ça veut dire que ce sont des projets alors, qui sont accompagnés financièrement, on l'a compris, et qui ont... Enfin, comment je peux dire ça? Est-ce qu'on est dans de la recherche fondamentale ou est-ce qu'on est dans de l'applicabilité assez rapide? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, voilà, la difficulté, c'est qu'on est un petit peu entre les deux. Certains projets vont être très sur le côté fondamental, parce que peut-être une part de mathématiques plus importante, et certains vont être très dans l'appliqué. Par exemple, celui sur les données maritimes et la surveillance de pêche a vraiment pour but d'apporter une solution concrète sur le devenir et l'importance de la soutenabilité de ces pêcheries à l'heure actuelle. Est-ce que vous le faites en lien avec des entreprises, avec le tissu économique? C'est-à-dire que là, on parle de débouchés effectivement économiques. Est-ce que vous en êtes déjà là ou est-ce que c'est plutôt pas dans vos principes?
Alors, l'Institut des maths pour la planète Terre est moins en lien avec l'entreprise. Malgré tout, cette année, nous avons par exemple soutenu un projet avec RTE autour d'un problème qui est assez actuel, c'est les extrêmes de consommation énergétique et comment planifier les énergies renouvelables associées à celui-là. Ensuite, au niveau des mathématiques, il y a l'agence mathématique en interaction avec les entreprises et la société qui, elle, a pour but de développer ces interactions avec les entreprises. Donc, on est assez complémentaires sur ces deux sujets. Ouais. Il y a aussi cette idée d'une offre de service des mathématiciens aux autres chercheurs, aux autres disciplines. Alors, on n'aime pas l'idée de parler d'offre de service, puisque si on parle d'offre de service, on n'est pas sur le domaine de la recherche. Donc, ce qu'on essaye de promouvoir, c'est quand même des interactions où il y a un vrai avantage à utiliser les mathématiques, mais des mathématiques qui sont nouvelles, qui doivent être développées pour la problématique en question. Il n'empêche que pour toute relation pluridisciplinaire, il y a d'abord une phase de langage, de pouvoir parler les uns avec les autres, qui nécessite parfois d'abord d'être un petit peu sur le service avant de pouvoir développer de nouvelles mathématiques. Ouais. Alors je pose vraiment des questions de béotien. Il y a des domaines dans lesquels les mathématiques étaient pas ou peu utilisées et dans lesquels il y a un potentiel finalement d'innovation grâce aux mathématiques. Alors, très historiquement, la physique et les mathématiques ont toujours été très liées. La biologie a vraiment pris un beau tournant mathématique il y a 20-25 ans autour de la dynamique des populations. La santé s'en empare de plus en plus. Quelque chose qui a vraiment fait une différence, c'est l'intelligence artificielle qui mélange informatique et mathématiques. Et beaucoup de gens se sont emparés de toute la problématique des données. Et donc, effectivement, à l'heure actuelle, il y a toute une partie peut-être sciences humaines et sociales qui est encore à développer et qui s'empare petit à petit des mathématiques pour pouvoir gérer les interactions entre personnes et puis analyser les données associées. Comment les maths peuvent répondre aux grands défis de demain? C'était la question centrale des assises des mathématiques qui se sont tenues mi-novembre. Il y a eu 3 ministres, plusieurs grands patrons, évidemment beaucoup de scientifiques qui ont participé. À quoi ça sert? Et qu'est-ce qui en ressort? Alors, les assises ou en général les assises? Non, les assises, l'idée c'était effectivement de montrer qu'il y avait un consensus fort sur l'utilité des mathématiques qui ont souvent été décriées. On peut le dire sur la dernière réforme de l'éducation. Ouais. Il y a eu le fait d'arrêter les mathématiques alors qu'on en a un besoin fort. Ça a été souligné par les ministres et par effectivement les PDG de Michelin et Saint-Gobain qui ont rappelé à quel point l'innovation et la recherche étaient importantes pour la souveraineté nationale en termes de positionnement international. Donc il faut soutenir les mathématiques afin de pouvoir conserver ce pouvoir sur notre devenir, y compris pour répondre à ces grands problèmes sociétaux. Donc il y a effectivement, c'est un enjeu de souveraineté nationale et les mathématiques, c'est aussi un langage international. C'est une dimension qui est quand même importante à souligner. Voilà, tout à fait. En fait, le grand avantage des mathématiques, c'est que ça fournit un langage commun, effectivement, soit peut-être hermétique au départ, mais qui permet de parler à toutes les sciences et qui est aussi international, puisqu'on parle tous les mêmes mathématiques. Et ce qui fait que les mathématiques sont peut-être celles qui sont les plus en réseau internationalement. Effectivement, c'est tout à fait le cas. Donc, vous avez un peu répondu à la question, mais les mathématiques, elles peuvent permettre, puisqu'on parle des grands défis de demain, de se positionner vers des innovations de rupture, c'est-à-dire de travailler sur le long terme ou sur le très long terme, c'est ça aussi? Alors voilà, comme j'ai dit au début, il y a effectivement parfois du développement qui doit être fait en interaction parce qu'il y a des problématiques concrètes, instantanées sur lesquelles on veut avoir des résolutions rapides, mais il faut aussi laisser les mathématiques se développer pour elles-mêmes afin qu'elles puissent arriver à développer des innovations pour elles-mêmes, mais qui vont avoir un impact un peu plus fort. On a repris celui de la théorie des nombres, mais par exemple, on va parler du transport optimal développé par Monge en fin du XVIIIe siècle et qui maintenant trouve des applications en intelligence artificielle de manière hallucinante, alors que ça n'avait pas été développé du tout pour ça. Ouais. Est-ce que vous êtes inquiet, parce que vous avez parlé de la réforme des maths dans le secondaire, est-ce que c'est vrai que quand on prend les bilans des jeunes Français, pas seulement en maths d'ailleurs, mais ils sont plutôt à la baisse si on se compare aux autres pays européens, est-ce que vous êtes inquiète pour l'enseignement des maths et plus généralement des matières scientifiques dans le système scolaire français? Oui, ça fait partie des choses qui étaient très inquiétantes, qui ont été largement soulignées au niveau des assises des mathématiques. La formation scientifique est vraiment quelque chose de fondamental afin de comprendre l'évolution de notre monde, donc il faut forcément y avoir accès. Et puis plus directement sur les mathématiques, il y a des générations de futurs chercheurs qui ne viendront peut-être pas parce qu'on aura oublié d'enseigner aux jeunes les mathématiques.
Oui, mais alors le paradoxe, c'est qu'à côté de ça, on est l'un des pays qui a le plus de médailles Fields, l'équivalent d'un Nobel, on va dire, de mathématiques. Est-ce que cette élite des maths, elle existe toujours en France ? Alors, elle existe toujours, puisque la dernière médaille Fields est arrivée à Unigo-Mille-Copains en juillet dernier. Est-ce qu'elle va continuer en fonction des évolutions de l'éducation ? Ça reste à voir. Malgré tout, on peut imaginer que ça va continuer parce qu'on a encore quelques très très grandes écoles ou quelques grandes formations filières d'excellence qui continuent de promouvoir les mathématiques. Donc on devrait encore avoir des médailles d'ici quelques années, on l'espère. Il nous reste un tout petit peu moins d'une minute. J'ai oublié de vous demander pour cet appel à projet Institut des mathématiques pour la planète Terre. On se présente où ? Peut-être qu'on a un chercheur, un mathématicien qui veut postuler ? Eh bien, sur l'Institut des maths pour la planète Terre, il y a un site web, impt.math.cnrs.fr, et tout sera expliqué sur le site web courant janvier. C'est super simple. Merci beaucoup, évidemment, Arnaud Guillen. À bientôt sur Bismart. On passe tout de suite à notre débat, la finance durable au programme. Je vous présente tout de suite mes invités pour ce débat. Marion Schupp, bonjour, bienvenue. Vous êtes spécialiste de l'investissement à impact chez Make Sense Invest. À vos côtés, Léo Garnier, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Rift et vous êtes également associé dans la plateforme de financement participatif lita.co. On va commencer par présenter vos entreprises respectives. Make Sense Invest, c'est quoi ? Make Sense Invest, c'est l'équipe d'investissement de Make Sense, qui est un grand écosystème, qui travaille avec l'ensemble des parties prenantes, les citoyens, les entrepreneurs, les organisations publiques et privées, pour construire une société inclusive, durable et résiliente. Et dans l'équipe Make Sense Invest, on investit à travers 2 fonds d'impact. On a quasiment 100 millions d'euros sous gestion. On investit dans des startups qui créent de l'impact environnemental et social positif en France et en Europe. Le principe global, alors là je parle de Make Sense, c'est quoi ? C'est d'identifier des solutions collectivement et de les promouvoir, c'est ça ? C'est d'inspirer toutes les parties prenantes pour travailler dans le même sens et co-construire ensemble des solutions pour répondre à des grands défis socio-environnementaux. Donc travailler avec les citoyens, leur permettre de s'engager pour agir sur ces défis, permettre aux organisations publiques et aussi privées, les grandes entreprises, de s'engager dans cette dynamique et de se transformer depuis l'intérieur pour contribuer et permettre aux entrepreneurs sociaux et environnementaux de créer des solutions pertinentes. Léo Garnier, présentez-nous Rift, c'est une appli mobile, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, c'est une application mobile gratuite à destination du grand public qui permet d'une part de découvrir ce qu'on finance avec notre épargne et quel est l'impact de notre épargne, qui permet d'autre part de se former sur les sujets de finance généralement ou sur les sujets de finance durable, et enfin qui propose des moyens de passer à l'action pour réaligner son épargne avec ses valeurs, pour interpeller son conseiller bancaire par exemple, ou trouver d'autres produits financiers. Comment ça marche ? On choisit les valeurs sur lesquelles on veut vraiment investir le plus, c'est ça ? Ça peut être l'écologie, ça peut être le sociétal. Exactement, et c'est bien le problème. Au début, on fait un bilan complet, donc on rentre juste ces produits bancaires, les montants associés, on va avoir un bilan complet de notre épargne, et ensuite on dit quelle thématique nous intéresse le plus. Par exemple, moi en tant qu'ancien fumeur, je peux vouloir juste exclure l'industrie du tabac, parce que je ne cautionne plus du tout cette industrie, et peut-être qu'en tant que jeune écologiste, j'ai envie de trouver des solutions qui promeuvent, comme ce que peut faire Make Sense Invest, des nouveaux projets sociaux ou environnementaux. Et donc à partir de toutes ces valeurs-là, on va trouver les produits d'épargne qui sont les plus alignés avec ce que désire l'épargnant. Alors j'aurais bien qu'on définisse, tiens, c'est quoi pour vous la finance responsable, Marion ? Alors déjà, la finance, c'est très large. En ce qui concerne Make Sense Invest, on travaille sur l'investissement en fonds propres. Donc, on prend des parts au capital des entreprises dans lesquelles on investit. Et la différence avec de l'investissement qu'on appelle traditionnel, c'est qu'en plus des éléments de risque et de retour financier, on prend en compte les éléments d'impact, la création d'impact social et environnemental positif. Donc, c'est ça la différence. Et comment on définit l'impact ? On le définit par son additionnalité. Qu'est-ce qu'on apporte en plus pour créer un impact positif ? Par son intentionnalité, est-ce qu'on a un impact positif indirect ou alors est-ce que c'est le cœur de la mission de l'entreprise ? Et on le définit par sa mesurabilité. C'est bien d'avoir un impact.
mesurons-le, prouvons-le. Et ça permet ensuite de éventuellement le faire progresser. Léo Garnier, c'est quand même assez difficile de s'y retrouver dans les labels, dans les indicateurs RSE ou ESG, environnement social gouvernance. Est-ce que c'est l'une des difficultés du développement ou de la croissance de la finance responsable ? Alors exactement, la finance responsable a été pendant très longtemps exposé à beaucoup de greenwashing. Je pense que Make Sense Invest ou Lita.co sont des formes très pures d'investissement impact, mais on entend parler d'ISR, de finance durable, de finance verte, et on s'y perd un petit peu parce qu'il n'y a pas de cadre. Nous, ce qu'on pense, c'est que la première étape, c'est déjà une étape de transparence. C'est pas normal qu'on ait eu besoin de construire une application pour que les gens sachent ce qu'ils financent. Il y a une étude de l'AMF qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, qui disait qu'il y a 3 Français sur 4 qui souhaitaient avoir accès à des produits de finance durable. Il y a seulement 20% des Français qui ont effectivement accès à ces produits d'investissement. Et sur ces 20%, il n'y a que 5% qui savent ce qu'ils financent. C'est-à-dire que même ceux qui ont fait la démarche de changer leurs produits financiers pour avoir accès à des produits financiers dits durables, ils ne savent pas ce que ça finance. Ouais. Alors, autre information, autre chiffre, la source c'est de Carbon Major Database qui dit que 100 multinationales produisent 71% des gaz à effet de serre et 147 concentrent 40% du chiffre d'affaires mondial. Alors, on peut dire, enfin, elles sont à la fois le problème et la solution. On peut aussi dire ça, Léo Garnier, ces multinationales. Moi, je pense qu'il y a, dans la finance durable, il y a 2 aspects. Il y a le premier aspect dont on parlait, la transformation des entreprises à travers l'engagement actionnarial, par exemple. Les entreprises, elles répondent à qui ? Elles répondent aux actionnaires, annuellement à leurs assemblées générales. Qui élit le conseil d'administration ? C'est les actionnaires. Les actionnaires, c'est qui ? C'est nous, indirectement, à travers notre épargne. Et nous, ce qu'on pense, c'est qu'on a été dépossédés de ce pouvoir de transformation. Et quand il y a l'assemblée générale, par exemple, d'un grand énergéticien qui, aujourd'hui, produit beaucoup de pétrole, mais qui, demain, devra faire beaucoup d'énergie renouvelable, est-ce que ce n'est pas le rôle des actionnaires qui nous représentent d'influencer la stratégie pour qu'elle change radicalement ? C'est possible quand on est à l'AG d'une multinationale, justement ? Bien sûr, c'est possible. En tant que petit épargnant avec une part, je peux décider de voter pour ou contre une résolution. Et si j'ai 5% du capital, donc là on parle plutôt des très gros actionnaires, c'est-à-dire des grandes banques, des grands assureurs, ils peuvent même proposer des résolutions à l'Assemblée générale. Et donc ça, c'est le travail que devraient faire au quotidien les actionnaires. C'est un droit qu'ils ont, c'est aussi un devoir qu'ils devraient avoir. L'objectif de Make Sense Invest, j'y reviens, c'est d'aider des entreprises à passer à l'échelle, c'est-à-dire des solutions qui passent peut-être un peu sous les radars des banques, etc., qui ont du mal à se financer. C'est ça votre objectif ? Absolument. Chez Make Sense, on accompagne des entrepreneurs depuis la création de l'entreprise avec des programmes d'incubation et d'accélération. Et l'autre brique d'accompagnement, c'est le financement. C'est le financement avec des tickets d'investissement qui sont assez limités et à la taille de jeunes entreprises, de jeunes start-up. Et on prend des parts au capital, on les aide à se structurer, à grandir, pour après pouvoir avoir accès à d'autres sources de financement en fonds propres ou en prêt bancaire, par exemple. On est exclusivement dans l'économie sociale et solidaire, pas forcément ? Pas forcément. On investit uniquement dans des entreprises qui créent de la valeur sociale et environnementale positive, aussi de la valeur économique. Donc c'est une création de triple valeur, un business model qui est vertueux économiquement et au niveau de l'impact, mais pas forcément catégorisé dans l'économie sociale et solidaire. Alors il y a quelques mois, vous avez, avec Make Sense Invest, lancé un fonds d'amorçage, voire de pré-amorçage. Pourquoi c'est important de démarrer, d'accompagner ces entreprises le plus tôt possible ? Il y a de plus en plus d'argent dans le monde de l'investissement à impact, mais des fonds de plus en plus gros qui font des tickets d'investissement, des investissements de plus en plus gros. Il y a encore ce qu'on appelle un funding gap. Donc sur la première partie, les premières années du développement des entreprises, des jeunes entreprises, une difficulté d'accès au financement. Donc nous, on fait des petits tickets d'investissement pour accompagner les très jeunes entreprises au tout début quand elles ont moins accès au financement. Et ensuite, ça sert de levier en quelque sorte. Exactement, de levier sur de la dette bancaire et de levier pour attirer des financeurs, des investisseurs plus gros. Alors, Léo Garnier, on a expliqué comment finalement on pouvait, en devenant actionnaire d'une multinationale, éventuellement batailler pour faire évoluer son modèle économique. Mais dans ce que vous proposez avec Rift et avec Lita.co, il y a aussi s'engager dans des secteurs qui, au contraire, ont du sens, correspondent à nos valeurs, etc. Est-ce que c'est une tendance que vous voyez vraiment grossir ou finalement, est-ce qu'on est un peu dans
dans un rêve ou dans une version idéalisée? Non, alors c'est une tendance qui se démocratise. Donc, on a commencé chez Lita.co il y a 7 ans maintenant. Il fallait vraiment batailler pour faire connaître ces sujets. Évangéliser en quelque sorte. Aujourd'hui, on est invité ici, donc c'est bien la preuve que les mentalités ont changé. Nous, ce qu'on pense, c'est que des solutions comme ce que fait Make Sense doivent être accessibles au plus grand nombre. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé Lita.co, pour pouvoir investir en direct dans des entreprises de l'économie sociale, aux côtés de Make Sense, d'ailleurs bien souvent. En revanche, on pense aussi que les gens ont besoin de produits d'épargne un peu plus classiques, des livrets bancaires, l'assurance vie, etc. Et que cette épargne doit aussi servir la transition. Il y a des études de l'Institut Rousseau, de I4C, qui disent qu'il faut à peu près, sur la période 2025-2030, à peu près 60 milliards d'euros pour financer la transition. Les livrets A, livrets développement durable, c'est 300 milliards. L'épargne des Français, c'est 5 000 milliards. Donc, quand on dit financer la transition, on a l'impression que c'est quelque chose d'obscur, de presque impossible. En fait, c'est quelque chose dans lequel il faut juste mettre les moyens nécessaires. Et les moyens, ils sont disponibles à travers notre épargne. Il ne faut pas seulement que ça soit à travers des produits d'investissement en direct, qui peuvent être plus risqués, en tout cas moins liquides. Il faut que tous les produits d'épargne les plus classiques se réorientent. Et si on parle justement des produits d'épargne classiques, moi, l'exemple type, c'est le livret développement durable et solidaire. On a sorti une étude il y a 1 an avec Rift. Il finance seulement à 30% du durable ou du solidaire. Pourquoi il ne financerait pas à 100% du durable et du solidaire? Je pense qu'il y a des moyens réglementaires qui pourraient être mis en place pour que notre épargne serve à construire le monde dans lequel on a envie de vivre demain. Ça représente combien d'argent, ça? Les dépôts sur le... C'est 100 milliards et 200 milliards pour le livret A. Et le livret A, on pourrait aussi l'aligner avec la transition écologique. Je veux dire, c'est des produits qui sont réglementés, sur lesquels il y a une défiscalisation. Donc l'État subventionne ces produits financiers. Pourquoi il n'imposerait pas aux banques et à la Caisse des dépôts d'avoir des portefeuilles 100% alignés avec la transition écologique? C'est un produit qui a permis de construire énormément de logements sociaux. C'était un des besoins à ce moment-là. Maintenant, il faut financer la transition. 50 milliards par an, ça peut être une partie de ces financements. Est-ce qu'il y a plus de demandes pour accompagner ou pour exclure? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui disent « Ah, mais moi, je veux vraiment ne plus jamais mettre d'argent dans tel et tel secteur ». Est-ce qu'ils sont plus nombreux que ceux qui disent « Ah, moi, j'ai envie de soutenir l'économie circulaire, la seconde main, etc. etc. » Alors, c'est beaucoup plus facile à la fois de construire un produit financier et de se matérialiser ce que ça veut dire une exclusion. C'est-à-dire dire le charbon, de toute façon, c'est une industrie qui est morte dans 10 ans, c'est une industrie qui ne va pas servir à la transition, donc je veux exclure le charbon. Ça, c'est quelque chose qui est très compréhensible à la fois pour les épargnants et pour les financeurs. Le problème des investissements thématiques, qui sont quelque chose qui est vraiment en train de se construire, donc investissement dans l'économie circulaire, vous l'avez dit, dans l'eau, des fonds anti-changement climatique, etc., c'est qu'il n'y a pas encore de normes vraiment établies. Et donc, je pense que les épargnants ne sont pas dupes et sentent que parfois il y a du greenwashing. Moi, j'ai vu des fonds eau dans lesquels il y avait des acteurs qui sont spécialisés dans le financement de la piscine, dans les fonds économie circulaire. Et Coca-Cola étant un des plus grands producteurs de plastique, c'est aussi un de ceux qui investit le plus dans l'économie circulaire. Donc on voit souvent Coca-Cola. Et donc ça, c'est quelque chose qui ne convient pas aux épargnants. Et c'est peut-être pour ça que ces fonds-là, même s'ils émergent, ne sont pas encore la majeure partie des financements. Un tout dernier mot, Marion Schupp. Est-ce que vous êtes aussi une vigie? C'est-à-dire, est-ce que vous voyez apparaître des innovations, des nouveautés qui vont peut-être avoir un impact sur nos comportements rapidement? On les voit apparaître, on les accompagne avec nos programmes d'incubation et on les finance dans l'alimentation, des entreprises comme Pour Demain qui accompagnent la conversion vers le bio, des entreprises dans le textile qui permettent, comme WeDressFair qui est une marketplace pour acheter de la mode éthique. On les voit, on les accompagne, on les finance pour accompagner et permettre cette transition. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique Start-up. Tout de suite, on va parler de transport inclusif. Smart Ideas et mon invité est avec nous en duplex, en visioconférence, Maël Guéchi, qui est le fondateur d'AMC Transport Express. Bonjour, bienvenue à vous. Vous êtes soutenu par l'association HUB qui fait la promotion des entrepreneurs en situation de handicap. Question traditionnelle dans la rubrique Smart Ideas. Quand et pourquoi vous avez créé votre entreprise AMC Transport Express? Expliquez-moi. Alors, j'ai créé ma société en 2012, juste à la fin de mes études. Et donc, en fait, je me suis spécialisé dans le transport de personnes à mobilité réduite. Alors, il y a un virage, entre guillemets, en 2015. Vous faites évoluer l'entreprise, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, à la suite, en fait, d'un problème de santé, donc d'une maladie neurologique, Guillain-Barré, en 2015, donc, je me retrouve en fauteuil roulant.
et donc dans l'incapacité de pouvoir me déplacer. Et donc, c'est à ce moment-là que vous avez accentué cette offre de mobilité. Ça passe par quoi? C'est une offre de taxi, de VTC? Expliquez-nous. Alors en fait, à partir de 2015, je me suis spécialisé à 100% donc, dans le transport de personnes à mobilité réduite. Et donc, en fait, j'avais pour objectif vraiment de faciliter les déplacements des personnes en fauteuil. C'était vraiment notre objectif. D'accord. Ça veut dire que ce manque de structure, de transport pour effectivement les personnes à mobilité réduite, vous l'avez vous-même expérimenté? Vous avez vu à quel point c'était difficile de circuler quand vous en aviez besoin? Absolument. Absolument. En fait, ce qui était très compliqué en tant que personne à mobilité réduite, donc en fauteuil, c'était vraiment d'avoir déjà une offre de service fiable, ce qui était très compliqué donc à l'époque. Et c'est donc pourquoi j'ai vraiment eu l'idée d'adapter en fait ce type de transport vraiment comme si que nous réservions un véhicule pour personnes valides. On a vraiment voulu faire le parallèle entre ces deux modes de transport. Oui, on va rentrer un peu dans le détail, mais ça veut dire, si on reste sur le constat du secteur, on va dire, c'est un manque d'offres de transport en général, ou c'est un manque d'offres de transport de qualité qui soit vraiment adaptées? Alors c'est vraiment un manque déjà d'offres de transport, mais surtout un manque de fiabilité. Car aujourd'hui, en Ile-de-France, pour vraiment parler de l'Ile-de-France, c'est très compliqué d'avoir des véhicules dits adaptés et surtout avoir des véhicules où en fait vous allez avoir un chauffeur qui viendra aux horaires demandés. C'est très compliqué. Ouais. Alors justement, vous travaillez avec des chauffeurs. Est-ce que, il faut qu'ils aient forcément, donc j'ai bien compris, un véhicule qui soit adapté, mais ça peut être une berline quand même. Je veux bien que vous m'expliquiez ça. Et puis ensuite, on va parler de la formation des chauffeurs, des qualités dont ils ont besoin. Alors nous, aujourd'hui, dans notre société, on compte 11 salariés. Ouais. Donc la société s'est bien développée depuis 2015. Et en fait, nous avons vraiment deux types de véhicules. Des véhicules dits à plancher bas. Donc c'est plutôt pour des personnes qui ont des soucis de santé type maladie sclérose en plaques. Donc il faut vraiment des véhicules à plancher bas pour qu'ils puissent faire le moins d'efforts possible. Et sinon, nous avons un deuxième type de véhicule. C'est plutôt des véhicules donc avec des rampes et qui là permettent vraiment de transporter des personnes soit en fauteuil roulant manuel, soit en fauteuil roulant électrique. Donc ça veut dire que vous transportez des personnes, elles restent dans leur fauteuil, c'est bien ça, pendant le trajet. D'accord. Alors sur la formation des chauffeurs, on ne s'improvise pas chauffeur de personnes en fauteuil, c'est ça? Absolument. Alors nous, vraiment, ce qu'on demande à nos salariés aujourd'hui, c'est déjà d'être sensibles au handicap, car pour nous, c'est vraiment très important cet état d'esprit humain. Donc, avant même de former nos chauffeurs, nous voyons déjà s'ils ont vraiment déjà cet état d'esprit et s'ils sont déjà ou touchés par le handicap eux-mêmes ou sensibilisés déjà au handicap. Et à partir de là, nous, d'ailleurs, on leur fait passer des formations pour pouvoir vraiment être aptes à utiliser ce type de véhicule. Un mot de votre expérience personnelle d'entrepreneur en situation de handicap. C'est le rôle d'HUP de vous accompagner. Vous faisiez partie des finalistes des trophées HUP cette année. Ça vous a forcément freiné ou au contraire ça a été une source de motivation supplémentaire? Racontez-moi. Alors vraiment aujourd'hui le handicap pour moi c'est vraiment une source, c'est vraiment une force, c'est vraiment une force. C'est ce qui me permet au quotidien de pouvoir faire le maximum pour apporter la meilleure qualité de service aux personnes qui sont eux-mêmes touchées par le handicap. Car c'est vrai que moi au quotidien j'ai des douleurs musculaires quotidiennes, mais c'est ce qui vraiment me permet aujourd'hui de me dire, voilà, quand on se lève le matin, on fait vraiment notre maximum pour faciliter vraiment les déplacements de nos usagers. Merci beaucoup Maël Guéchier et bon vent à AMC Transport Express. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier Louis Perrin à la production, à la programmation, assisté aujourd'hui de Côme Dubois, Romain Luc à la réalisation et Saïd Mamou au son. Belle fin de journée à toutes et à tous.